Donc pour explorer les risques possibles d'évolution future du climat, le travail consiste d'abord à construire des scénarios. Et les scénarios qui sont explorés concernent différents impacts radiatifs des activités humaines sur le climat. Donc ils sont représentés sur la figure en haut à gauche, entre les années 2000 et les années 2100, et ils s'expriment en watts par mètre carré de perturbation. Le scénario le plus bas, le scénario qui s'appelle RCP 2.6, évidemment suppose un contrôle important des émissions de gaz à effet de serre, un impact maximum sur le climat autour de 2,6 watts par mètre carré, puis ensuite, à partir des années 2040, une diminution. Pour le moment, on ne se situe pas sur cette trajectoire. Pour le moment, on est sur une phase où les émissions de gaz à effet de serre et leur impact sur le climat augmentent d'année en année, donc plutôt sur une trajectoire illustrée par le scénario rouge, le RCP 8.5, qui fait l'hypothèse d'une poursuite croissante de l'impact des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine sur le climat, allant jusqu'à 8,5 watts par mètre carré de perturbation à horizon 2100. Et puis on a des scénarios de stabilisation intermédiaire, soit une stabilisation à horizon 2060 autour de 4,5 watts par mètre carré, soit une stabilisation plus tardive à horizon 2080 autour de 6 watts par mètre carré. Il faut juste préciser les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre compatibles avec ces scénarios. C'est ce qui est illustré sur la figure en bas à droite. Donc ce sont les émissions de gaz à effet de serre exprimées en grammes de carbone par an au niveau planétaire. Historiquement, donc vous voyez l'évolution observée en gris. Aujourd'hui, on émet environ 9,5 pétagrammes de carbone par an. Les trajectoires compatibles avec le scénario 2.6 consistent à une stabilisation de ces émissions dans les prochains 10-20 ans et une diminution pour atteindre des valeurs quasiment nulles à horizon 2050. Par contre, donc pour le scénario rouge, le scénario 8.5, cela revient à avoir une augmentation de ces émissions annuelles de dioxyde de carbone qui doublerait ou triplerait d'ici à la fin de ce siècle. Donc le scénario rouge fait l'hypothèse d'une croissance de la consommation d'énergie fossile, pétrole, charbon, gaz, pétrole et gaz non conventionnels, sachant qu'on n'a pas de limite pour la réalisation de ce scénario compte tenu des inventaires existants, en particulier de charbon. Le scénario bleu repose vraiment sur des politiques climatiques extrêmement volontaristes et déployées très rapidement d'ici une dizaine d'années. Alors, quelles sont les conséquences sur le climat global de ces différentes trajectoires de développement économique, de développement énergétique? Dans le scénario le plus optimiste, le scénario 2.6, donc on aurait un réchauffement de la température moyenne à la surface du globe qui serait plafonné en dessous de 1,5 degré par rapport au climat préindustriel. Par contre, dans tous les autres scénarios, on dépasse cette amplitude de réchauffement. Et dans le scénario 8.5, le scénario le plus élevé, on simule un réchauffement en moyenne de l'ordre de 4 degrés à horizon 2100. Je rappelle là que lors des conférences sur le climat international, et en particulier de l'accord de Copenhague de 2009, les représentants des différents pays ont formalisé l'objectif de limiter l'évolution des températures à moins de 2 degrés au-dessus du climat préindustriel. Pour le moment, avec un degré de confiance probable, seul le scénario le plus bas permettrait de respecter cet engagement des différents gouvernements. Enfin, un point qui est important à préciser, c'est l'effet sur le climat sur le long terme. Vous voyez que dans le scénario 2.6, on a une stabilisation de l'évolution des températures au-delà de 2050. Ça n'est pas le cas pour tous les autres scénarios qui montrent la poursuite d'un réchauffement au-delà de 2100, donc avec une intensité croissante au fur et à mesure du temps. Juste pour donner quelques éléments, quelques repères, le changement climatique le plus important que l'espèce humaine a connu, c'est le changement entre une période glaciaire et une période chaude. Il correspond à un changement de l'ordre de 4 à 5 degrés qui s'est produit en 10 000 ans.
À cette échelle de temps-là, le rythme le plus rapide connu de réchauffement global est de l'ordre de 1,5 degré par 1000 ans. Donc cette trajectoire 8,5, elle correspond à un changement de température majeur, l'équivalent du changement entre une glaciation et une période chaude, mais vers des conditions plus chaudes. Et surtout 4 degrés en 100 ans, c'est un changement extrêmement brutal par rapport au rythme passé naturel de l'évolution du climat qui a façonné nos écosystèmes. La structure de ce réchauffement va être hétérogène. Il faut d'abord noter que le réchauffement ne sera pas monotone d'une année à l'autre ou d'une décennie à l'autre. On a une part de la réponse du climat aux gaz à effet de serre, mais on aura aussi des variations de l'activité du Soleil, des éruptions volcaniques, et puis des fluctuations dans les échanges entre l'océan et l'atmosphère qui vont bien sûr générer une variabilité d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre. La structure spatiale du réchauffement, entre la fin du XXIe siècle et la fin du XXe siècle, est présentée sous forme de 4 cartes. Sur la colonne de gauche, pour le scénario le plus bas, le RCP 2.6, et pour la colonne de droite, pour le scénario le plus haut. En haut sont présentés les calculs pour l'évolution des températures de surface et en bas pour les changements des précipitations. Donc je vais d'abord décrire les changements pour le scénario le plus haut et pour les températures. Donc tous les modèles de climat simulent un réchauffement plus prononcé à la surface des continents que pour les océans et un réchauffement très prononcé autour de la région arctique. Et c'est un signal qui est très robuste, c'est-à-dire que les différents modèles de climat développés dans une trentaine de groupes dans les différents pays montrent des résultats très proches. Le scénario 2.6 montre le même type de changement que ceux qui sont déjà observés, avec une intensification. Donc vous voyez que simplement, en termes de température, on observe une intensification des changements déjà observés, assez proportionnelle à l'impact des gaz à effet de serre sur le climat. En ce qui concerne les changements de précipitation, si on décrit d'abord les résultats pour le scénario 8.5, donc c'est la figure à droite, vous voyez que les modèles de climat simulent des changements contrastés. Une tendance à l'augmentation des pluies dans la bande équatoriale, une diminution des précipitations de part et d'autre de l'équateur, dans les zones subtropicales ou de climat méditerranéen, et enfin une augmentation des précipitations vers les régions polaires. On a là des changements qui tiennent à la structure de la circulation atmosphérique en 3 dimensions. Dans le scénario RCP 2.6, ce sont des changements de précipitations assez modestes dans la gamme des variations déjà connues. Par contre, dans le cadre du scénario 8.5, on est sur des ordres de grandeur de changements de précipitations très importants, avec dans certaines régions des baisses de l'ordre de 20% des pluies, et dans d'autres régions, par exemple du côté de l'Arctique, une augmentation d'environ 50%. La structure de ces changements de précipitation est donc liée à la circulation atmosphérique qui est marquée par des cellules en 3 dimensions. Dans un climat qui va se réchauffer avec davantage de gaz à effet de serre, on aura une intensification des mouvements verticaux des masses d'air dans la bande équatoriale, donnant lieu à plus de pluie. Et une cellule atmosphérique va donc transporter de l'air sec dans les régions subtropicales qui seront donc plus sèches. A l'inverse, dans nos latitudes tempérées ou dans les régions polaires, c'est l'effet simplement de réchauffement de l'atmosphère qui va dominer, de l'air plus chaud pouvant contenir et transporter plus d'humidité. Les conclusions majeures, c'est que le contraste de précipitations entre les régions humides et sèches, entre les saisons humides et sèches, va augmenter, même malgré le fait qu'il y aura évidemment parfois des exceptions régionales. Donc on va vers des conséquences qui sont assez hétérogènes selon les régions, pour ce qui touche au cycle de l'eau. Pour les régions tropicales dans lesquelles vivent une grande partie de la population mondiale, les simulations montrent que les surfaces concernées par les systèmes de moussons vont s'étendre, et il est probable qu'on ait une atténuation des circulations de moussons, mais une augmentation de leurs précipitations et de la durée de la saison de mousson. Donc probablement une partie plus grande de la surface du monde et de la population mondiale affectée par la variabilité des pluies de mousson au cours du temps. On peut également évaluer les conséquences de ce climat qui change sur certains événements extrêmes. Il est très probable que les vagues de chaleur seront plus fréquentes et dureront plus longtemps. La figure en haut à gauche illustre la fréquence des jours les plus chauds.
Donc aujourd'hui, en 2010, ces jours les plus chauds correspondent en moyenne sur les continents à un taux de fréquence d'environ 20%. Ce taux de fréquence passerait à environ 30% dans le scénario 2.6 et 60% dans le scénario 8.5. Donc c'est pour illustrer que ce qui est aujourd'hui un événement exceptionnel ou rare deviendra beaucoup plus fréquent dans un climat 4 degrés plus chaud. En France, l'exemple que l'on peut donner, c'est que l'été 2003 a été le record de température mesuré sur la période historique. Et cette température-là serait la température de l'été moyen dans la deuxième moitié du XXIe siècle. La figure en haut à droite illustre les changements dans l'intensité des précipitations les plus fortes. On voit déjà qu'on observe une augmentation d'environ 10% de l'intensité de ces pluies les plus fortes. Cette intensification pourrait atteindre 50% dans le scénario 8.5 et de l'ordre de 15% dans le scénario 2.6. Donc, les événements de précipitation extrêmes deviendront probablement plus intenses et fréquents sur les continents, à nos latitudes, mais aussi dans les régions de mousson, d'ici à la fin de ce siècle.